Bonjour à tous et merci d'être fidèles à votre rendez-vous politique du début du dimanche matin sur France 3 Bourgogne. Au sommaire, aujourd'hui, la question des mouvements écologistes. Une semaine après la manifestation à Sainte-Saline dans les Deux-Sèvres, les images des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre sont encore dans toutes les têtes. Depuis plusieurs mois, les défenseurs du climat multiplient les opérations choc avec des actes de vandalisme dans des musées, des blocages de routes ou encore d'entrée de centres commerciaux. Alors, assiste-t-on au développement de mouvements écologistes radicaux? Cette radicalité est-elle nécessaire ou à l'inverse contre-productive? Et n'est-ce pas là finalement le signe de l'échec de l'écologie politique? Pour en débattre aujourd'hui, je reçois Benoît Bordin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Renaissance de Côte d'Or. Également avec nous Cyril Bousquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes militant du groupe Extinction Rebellion. Olivier Muller. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal Europe Écologie Les Verts à la ville de Dijon. Et également Franck Dubois, bonjour. Bien le bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne. Vous avez plusieurs casquettes et celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle d'historien spécialisé des politiques environnementales. J'ai envie de débuter cette émission, Cyril Bousquet, avec vous, puisque tout simplement vous êtes l'un de ces militants dont on a beaucoup parlé cette semaine. Vous militez au sein du groupe Extinction Rebellion depuis 3 ans, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qui vous a amené à aller dans ce groupe qui réalise quand même beaucoup d'actions qui sont illégales, il faut le dire? C'est tout à fait ça. Juste un petit rappel quand même, Extinction Rebellion, ou alors quand je vais parler d'Extinction Rebellion, c'est aussi XR. C'est un groupe de désobéissance civile non violent, c'est important de le souligner, qui vise à lutter contre le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Pourquoi il y a 3 ans je me suis impliqué comme beaucoup d'autres personnes, et on est de plus en plus nombreux et nombreuses aujourd'hui? Il y a 2 raisons principales. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est plus quelque chose qui est un peu dans le futur, on le vit. Vous prenez ce qui s'est passé cet été. En France, on a tous vécu un été quand même qui était très particulier. Mais c'était rien par rapport à ce que d'autres pays ont vécu. Vous prenez le Pakistan, on parle de 50 millions de déplacés climatiques. J'ai un historien à côté de moi, peut-être qu'on y reviendra, mais ça n'est jamais arrivé à ma connaissance dans l'humanité. Donc, c'est plus quelque chose d'intangible et on y arrive très très vite. En plus de ça, les scientifiques nous disent ce que vous avez là, aujourd'hui, cette année, ce n'est rien par rapport à ce qui va arriver d'ici 5 à 10 ans. Et donc, on va parler, d'ici 5 à 10 ans, de centaines de millions de vies, soit détruites, soit perdues. Alors, sur la nécessité, sur le fait qu'il faut agir, je pense que vous serez tous les 4 d'accord. Mais pourquoi vous avez choisi d'aller dans ce type de groupe? Pour une raison très simple, c'est que ça fait 50 ans qu'on demande gentiment, à travers des marches climat, à travers des politiques qui ont au moins le mérite d'avoir essayé de mettre en place l'écologie dans notre quotidien. Et on se rend bien compte que ça ne marche pas. Et aujourd'hui, on se dit, OK, on a demandé gentiment, on a besoin d'aller plus loin, et on s'est inspiré de quelques éléments dans l'histoire, comme les suffragettes, comme la marche du sel, ou des mouvements de désobéissance civile ont eu des vrais résultats au niveau politique, pour essayer de monter des nouveaux mouvements. Et c'est l'Extinction Rebellion, ces dernières rénovations actuellement, c'est les soulèvements de la Terre dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Benoît Bordin, je l'ai dit, vous êtes actuellement député Renaissance, vous êtes un ancien de CAP 21, le mouvement de Corinne Lepage. Quel regard vous portez sur ce type d'action? Moi, j'ai toujours cru en un engagement démocratique. Je milite dans les partis politiques depuis que j'ai 18 ans, et aussi dans des associations. J'ai toujours cru, et je le crois toujours, que c'était la meilleure façon d'agir et de changer des choses. Je ne me réjouis pas de la situation qu'on a actuellement dans le pays, de cette espèce de clivage, de ces confrontations qui sont très fortes, qui perturbent la population, qui perturbent les agriculteurs. Je ne me réjouis pas que nos forces de l'ordre soient attaquées et pas respectées. Je ne me réjouis pas que certains élus de la classe politique n'aient pas dénoncé ces violences faites aux gendarmes et aux policiers. On a aujourd'hui une vraie fracture avec à la fois des élus parlementaires que moi je vois à l'Assemblée nationale tous les jours, qui donnent un très mauvais exemple à nos concitoyens, qui créent de la colère, qui relaient des messages violents. Et donc je ne m'étonne pas qu'ensuite on retrouve des violences ici ou là locales. Quand même juste... Ça veut dire que vous n'avez aucune sympathie pour ce type d'action? Moi, je pense qu'il faut de tout pour faire un monde. Effectivement, on reproche souvent beaucoup de choses aux jeunes. Ils ont le mérite pour certains de s'investir dans des mouvements qui disent de désobéissance civile. Alors, jusqu'où ça va les désobéissances civiles? Vous parliez de Gandhi, la marche du sel, des suffragettes. Ces gens-là n'avaient aucun représentant. Aujourd'hui, vous l'avez voulu, vous avez des représentants écologistes dans les villes, dans les régions, dans les départements. Vous avez des représentants écologistes à l'Assemblée nationale. Il faut les saisir. Vous avez aussi d'autres élus. Moi, j'ai toujours fait porte ouverte
à ma permanence, lancer des messages, que ce soit à tous les syndicats, à tous les corps intermédiaires. D'ailleurs, on pourrait se rencontrer, on pourrait échanger, parce que ces mouvements de confrontation entre la population et certaines personnes créent un malaise et, à mon sens, ne permettent pas d'avancer face à l'urgence climatique dont on est tous évidemment conscients. Olivier Müller, vous partagez le constat de Benoît Borda ou non? Pas vraiment. Pas vraiment sur... alors, je partage, par contre, le constat de XR, de Cyril, effectivement, concernant la situation climatique, l'effondrement de la biodiversité, parce que le sujet, en l'occurrence, c'était les réserves d'eau qui étaient en cause là, ce week-end lors de cette manifestation. Quand Benoît Borda dit vous les voyez d'un bon oeil ces mouvements, parce que vous y étiez, Europe Écologie Les Verts, on l'a vu à la manifestation. Oui, on avait des représentants, effectivement. On a vu que ça effectivement. n'avait pas été simple pour Yannick Jadot. D'abord, alors, j'ai trouvé ça un peu injuste pour Yannick Jadot, qui était déjà là il y a 5 ans, au moment du début de ces réserves d'eau, au moment de début de la mobilisation. Par ailleurs, c'est un militant Greenpeace qui a été sur le terrain, etc. Donc c'était un petit peu, mais je pense que c'est un cas isolé concernant le reproche qui lui a été fait. Non seulement je partage ces mouvements, mais c'est un peu l'histoire de l'écologie politique en fait. On a commencé par des manifestations sur le terrain. Il y a eu le Larzac, il y a eu le démantèlement d'un McDonald's par José Bové. Voilà, il y a plein d'exemples de mobilisation de l'écologie politique. On a commencé sur le terrain par des mobilisations et par effectivement se révolter contre des décisions qu'on ne trouvait pas tout à fait logiques par rapport à l'environnement. Mais donc ces manifestations, vous les soutenez? On soutient les manifestations non violentes. Ça a été précisé effectivement de la part d'ITSER. On ne soutient évidemment pas la violence, ni la violence contre les forces de l'ordre, ni la violence contre le matériel. S'agissant des dégradations dont vous avez parlé dans les musées, c'est pas vraiment des dégradations. Voilà, il suffit d'un peu de nettoyage et puis la soupe elle est partie sur les tableaux. Il n'y a pas eu de dégradation de biens artistiques. C'était pour attirer l'attention et c'est aujourd'hui le seul moyen, vu l'urgence climatique. Il faut attirer l'attention des politiques, les politiques qui traînent à prendre des décisions ou qui n'en prennent pas. Voilà. Qui n'en prennent pas suffisamment. Je le disais, vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire des mouvements écologiques. On parle de mouvements radicaux aujourd'hui. Est-ce qu'on a raison de parler d'un phénomène de mouvements qui deviennent plus radicaux, ou si on regarde l'histoire, est-ce qu'on se trompe? Alors non, en l'espèce, c'est tout à fait juste parce que depuis les années 1950, le Conseil de l'Europe avait remarqué pléthore d'associations, de coalitions, de mouvements, donc plus ou moins référencés auprès de la préfecture comme une association de loi 1901, un syndicat ou un parti politique, et parce que ces nouveaux mouvements sociaux venaient interpeller la population sur des nouveaux sujets, les discriminations auprès des femmes, des étrangers ou auprès de la nature. Et on voit apparaître à partir de 1968, il y a eu une expérience au moment de mai de biopolitique, et puis ça s'est vite transformé en écologie, donc en reprenant le terme de la science qui avait été inventé en 1930 comme discipline scientifique pour aller plus loin que le fait, depuis le Moyen-Âge, un observateur se rend compte de ce qu'il y a autour de lui et donc de son environnement. Dans l'histoire, on a vu utiliser tout le temps le terme de nature, alors qui était un peu déstabilisant parce que c'était pour protéger en gros les espèces vivantes, faune et flore vulnérables. Et puis ensuite, de plus en plus, on a intégré la notion d'environnement. Et vraiment, à partir de 1970, on voit se distinguer une approche plus réformiste, environnementaliste. J'utilise les institutions, le cadre qui est offert aux citoyens, et j'agis en faisant des petits pas. Alors souvent, c'est aussi considéré comme n'allant pas assez vite ou assez loin, parce que on fait avec l'existant, on négocie, on est vraiment dans la négociation. Et puis, du coup, il y en a qui ont commencé à dire « Non, mais ça va pas assez vite, ça va pas assez loin. Les personnes en place
ne font rien. Alors on est sur un système de balance d'intérêts. Et du coup, il y en a qui ont choisi une approche plus radicale. Donc, au regard de l'histoire, vous diriez oui, ça devient plus radical. Ça devient plus radical, mais dès les années 60. On voit des structures. Alors, il y a le Front de libération de la Terre, qui va ensuite se développer avec le Front de libération animale. On a Earth First, et c'est souvent des groupes qui vont se développer un peu aux États-Unis, mais beaucoup au Royaume-Uni. Beaucoup en Angleterre. Cyril Bousquel, vous l'assumez, cette notion de devenir plus radical? Ah oui, complètement. Je reviens toujours à la nécessité. On parle de centaines de millions de vies qui vont être touchées, perdues d'ici 5 à 10 ans et des milliards d'ici 10 à 20 ans. Et je voudrais rebondir sur ce que vous soulignez, M. Bordas, c'est que même si on a aujourd'hui des députés écolos qui sont en effet présents, et on en a quelques-uns, aujourd'hui, ce n'est pas eux qui ont le pouvoir. Aujourd'hui, c'est votre gouvernement qui a le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est votre gouvernement qui s'est fait condamner à 2 reprises pour inaction climatique. C'est votre gouvernement qui... Quand l'autorité environnementale parle alors je cite, la transition écologique n'a pas commencé en France, c'est juste un constat. Et si on prend juste l'actualité de cette semaine, on avait eu, grâce à un amendement, les fameux 12 milliards, on attendait 14 milliards, mais 12 milliards pour la rénovation énergétique des bâtiments. Cette mesure, aujourd'hui, c'est le b.a.-ba à mettre en place d'un point de vue écologique. Tout le monde est gagnant. Non seulement l'écologie est gagnante parce qu'on limite la quantité de gaz à effet de serre, mais en plus de ça, les personnes qui sont le plus en besoin en France auront des logements qui seront mieux isolés. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain? On se prend un 49.3. Ce qui m'a le plus choqué par rapport à ça, c'est qu'on avait déjà eu un certain nombre de mensonges de la part de M. Macron sur cette thématique-là. Lors du débat d'entre-deux tours, qui est, je pense, sans doute l'événement politique le plus regardé en France, M. Macron avait avancé le chiffre de 720 000 logements rénovés en France. C'était un mensonge profond. À ce moment-là, les 2-3 mouvements, on le savait que c'était faux parce que 720 000, ils comprenaient en fait, vous changez une fenêtre chez vous, ça rentre dans les 720 000, vous changez votre chauffe-eau, ça rentre dans les 720 000. Heureusement, il y a encore des parties de notre système qui fonctionnent. Le 28 octobre dernier, donc c'est-à-dire la semaine dernière, la Cour des comptes a sorti un rapport qui a littéralement étrillé non seulement ce chiffre, mais la politique gouvernementale sur la rénovation énergétique des bâtiments, en disant non seulement les associations qui vous disaient vous n'avez pas 720 000 logements qui sont rénovés, c'est faux. Les associations pensaient qu'il y avait à peu près 70 000 par an. La Cour des comptes a donné le chiffre de 50 000. Donc c'est non seulement 10 fois moins que ce que le président avait annoncé, mais en plus de ça, on est sur un refus parlementaire, enfin 49.3, un passage en force, d'une mesure qui est juste le b.a.-ba d'un point de vue écologique qu'on doit mettre en place. On va laisser répondre Benoît. On va pas refaire le débat qui est à l'Assemblée nationale. Moi, à titre personnel, j'ai déposé des amendements que j'ai envoyés à l'ensemble des députés de l'Assemblée. J'avais déposé un amendement pour demander la suppression des exonérations sur le kérosène pour tous les vols intérieurs en France. Aucun député écologiste n'a co-signé cette proposition. J'ai été un des rares à déposer un amendement en lien avec Oxfam et l'organisation One pour demander une augmentation du taux sur les taxes et les transactions financières pour financer l'aide au développement. On a comme ça un certain nombre de mesures où il n'y a aucune volonté de dialogue, et c'est bien là le problème global qu'on a, pas de dialogue avec les populations pour un certain nombre, pour juste dénoncer localement des projets, pas de dialogue et pas de volonté de consensus avec la majorité. Et donc, quand à partir du moment où il y a une motion de rejet d'office qui est faite pour ne pas discuter sur le projet, c'est sûr que, évidemment, on aboutit à un 49.3. Maintenant, l'argent, on est dans une situation, vous la connaissez toutes et tous, le gouvernement prend en charge aujourd'hui tous les mois la facture, une grosse partie de la facture électrique de tous les Français qui ne s'en rendent pas compte, 2 à 3 fois la facture électrique parce qu'on a un gros problème énergétique. Maintenant, je veux bien qu'on dénonce en permanence et qu'on se flagelle et qu'on culpabilise les Français sur leur quotidien. D'ailleurs, souvent, c'est les plus précaires qui sont impactés par les mesures. Mais quand je vois une usine de 350 000 porcs en Chine, j'entends personne s'indigner. Quand je regarde les émissions de CO2 de la France à l'échelle mondiale, je voudrais qu'à un moment donné, on arrête de tout le temps se flageller et de dire que tout va passer uniquement par la France. On fait un certain nombre d'efforts. Il y a eu 30 milliards d'euros mis dans la transition énergétique et écologique avec le plan de relance. On essaye d'accompagner au maximum les collectivités. Il y a par exemple beaucoup de collectivités, les collectivités locales, Dijon Métropole. Hier, j'étais dans le Mirebelois, Fontenoy, ils ont un contrat de transition énergétique, ils font avancer leur territoire. Voilà, c'est toutes les collectivités, tout le monde met. Alors, moi, je veux bien entendre qu'on ne va pas assez vite, mais je ne pense pas que ce sera résolu par des actions radicales et violentes. Il faut aussi aujourd'hui que les forces politiques dans ce pays, les socialistes, les écologistes, cessent d'être dans un syndrome de Stockholm où ils sont kidnappés idéologiquement par la France insoumise.
que de l'autre côté, les élus démocrates et républicains acceptent à un moment donné qu'il ça faille veut une dire coalition pour ça veut piloter dire ce que pays. vous contestez toutes ces actions militantes que l'on a pu voir. Vous iriez jusqu'à, Mais pour comme le moi- ministre de l'Intérieur, à employer ce terme d'éco-terrorisme? Bah, en tout cas, ce qu'on a vu à Sainte-Soline, qui, de manière totalement folle, blesse une 60aine de gendarmes, 22 grièvement, oui, on peut qualifier ça effectivement d'éco-terrorisme. Maintenant, moi, je dis aux jeunes, déjà, allez motiver les jeunes, parce que 30% seulement des jeunes vont voter aux élections, donc il y a un problème. Allez les mobiliser pour qu'ils aillent voter, pour qu'ils fassent changer les choses. Hein. Aujourd'hui, on a tous un problème avec l'abstention. Donc dites-leur de se mobiliser pour les élections, dites-leur de se présenter dans des communes, hein, parce que c'est aussi dans les communes. Dites-leur de s'installer en rural, parce que si en rural, ils ont besoin d'avancer, de faire changer les choses. Enfin voilà, je pense que c'est pas en étant uniquement dans des négociations, et surtout, grosse problématique, on parlait du Larzac. Le Larzac, c'est des populations locales, c'est des agriculteurs locaux qui ont voulu défendre le modèle du pastoralisme. C'était un combat légitime, local, territorial. Aujourd'hui, à Sainte-Soline, les agriculteurs avaient décidé, en grande majorité, 230-240 agriculteurs, de créer leur stockage d'eau pour de la souveraineté alimentaire. Alors, parce que on ne va pas faire l'enjeu. le Mais débat c'est des sur- extérieurs sur qui ne telle ou connaissent telle pas les situation. territoires et qui viennent mener des combats pour d'autres. qu'on reste vraiment sur la méthode de ces nouveaux modes d'action. Vous, Olivier Muller, du côté d'Europe Écologie Les Verts, sur ce terme d'éco-terrorisme, vous... C'est un petit peu exagéré. On a parlé de Gandhi tout à l'heure. Je ne crois pas que Gandhi, on pouvait le qualifier d'éco-terroriste. Il y a quelques éléments. Il y a personne en prison. On parle d'une vingtaine. Oui, il n'y a eu personne de condamné. Ils ont arrêté quelques personnes, mais c'était à la marge. Il y a eu une vingtaine de personnes cagoulées, effectivement, mais dans toutes les manifestations aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les black blocs, qui viennent un peu pour aller au conflit avec les forces de l'ordre. Mais sur les actions, on va sortir un petit peu du week-end dernier. Si on prend notamment le vandalisme sur les tableaux, enfin vandalisme, je précise qu'à chaque fois les tableaux étaient vitrés, donc ils n'ont pas été endommagés. Mais ce type d'action, par exemple, vous, Europe Écologie Les Verts, vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est le reflet. On nécessaire a ou dit pas? que c'était souvent des jeunes, mais je crois que c'est déjà un symptôme de l'angoisse aujourd'hui des jeunes, même de l'angoisse, de la rage, de la colère des jeunes, qui se disent, mais qu'est-ce que vous avez fait la génération précédente? Qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Vous nous laissez une dette colossale. On a parlé de la prise en charge de l'énergie. Mais si le gouvernement, c'est juste vous mettez des cols roulés, et puis on va payer votre facture d'électricité. Mais sur le fond, on est d'accord, mais sur la méthode, est-ce que le fait qu'on n'aille pas... Moi, je pense considérez qu'on n'aille pas assez loin en termes d'écologie, ça justifie ce type d'action? Étant donné l'urgence climatique, toutes les méthodes sont bonnes à prendre. Ça paraît peut-être dérisoire, effectivement, mais regardez, aujourd'hui, on en fait un débat, on en parle. On essaie de parler un peu du fond. Vous avez dit, on ne parle pas du fond de ce réservoir d'eau complètement absurde. On ne va pas en parler. Mais du coup, on aborde quand même le sujet. Hein. Les jeunes mettent ce sujet à l'ordre du jour parce que pour eux, c'est la priorité numéro 1. C'est ce climat qui se dérègle. On voit déjà les effets aujourd'hui, ça va de plus en plus vite. On voit les dégâts aussi au niveau du social, de l'économique. On a un problème démocratique, effectivement. On a un problème de démocratie. Il faudrait davantage de débat là-dessus. On a parlé de Macron tout à l'heure. On a fait une convention citoyenne. On a appliqué quasiment aucune des mesures. Hein, ça devait être sans filtre. Et puis finalement, il y a eu plein de filtres. Donc ça, c'est aujourd'hui pas possible. Les jeunes, ils comprennent pas cette démocratie représentative aujourd'hui. On va élire des gens et puis pendant 5 ans, ils vont faire un peu ce qu'ils veulent. Et puis après, on se retrouve dans 5 ans. Peut-être même que pendant le débat, ça a déjà été dit, on va en plus dire des contre-vérités. Enfin voilà, tout ça, je pense que les jeunes, ils se disent, il y a urgence et puis on voit que ça bouge pas. Il se passe rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Franck Dubois, votre regard à vous sur ce à quoi on assiste aujourd'hui, est-ce que c'est pas finalement les stigmates de l'échec de l'écologie politique? Alors c'est pas un échec de l'écologie politique, c'est que suite aux décennies passées, enfin il y a eu un grand rassemblement, il y avait une grosse opportunité avec le projet de constitution européenne. Hein. Nous devions être la première région au monde à pouvoir proposer une constitution intégrant des articles de préservation de l'ensemble des espèces pour préserver l'Europe et permettre un développement soutenable de tout ça. Les jeunes, ils s'engagent.
mais plus de la manière à papa-maman. Du coup, c'est plus, même moi je le vois bien dans mes actions au quotidien dans un milieu associatif. J'encourage les partis politiques, les syndicats et les associations loi 1901 à voir comment ils fonctionnent. Parce qu'ils fonctionnent très bien, ils s'engagent beaucoup, mais c'est tout par réseaux sociaux. Il y a des systèmes back-office avec des spécialistes en cybersécurité, des spécialistes de communication, des personnes qui viennent les accueillir à la sortie de... Je vous vois acquiescer. Mais d'ailleurs, la question que je voulais vous demander, pourquoi, lorsque vous avez voulu militer pour le climat, pourquoi vous n'avez pas été adhéré à un parti politique pour changer les choses de cette manière-là? Est-ce que vous votiez déjà, vous? Déjà, oui. Et l'un n'empêche pas l'autre. Parce qu'on a des gens qui sont... Enfin, je pense que la plupart des militants sont déjà extrêmement politisés. Enfin, on ne va pas aller s'enchaîner un bloc de béton pour bloquer un aéroport sans savoir pourquoi on le fait. Et d'ailleurs, quels sont les risques qu'on encourt. Je voudrais quand même rebondir parce que sur un terme qui me choque beaucoup, c'est l'écoterrorisme. Et ça me révolte, en fait. Je vais même aller beaucoup plus fort que ça. C'est que l'écoterrorisme, quand on parle de terrorisme, il y a une volonté de tuer. D'accord ? Dans le cadre de ce qui est en train d'être fait actuellement dans les mouvements climat. Non, c'est pas une volonté de tuer, il y a une volonté de protéger. Je suis désolé. Parce qu'aujourd'hui, la criminalité, elle est peut-être pas du bon côté. Aujourd'hui, un gouvernement qui laisse des entreprises comme Total, qui laisse des entreprises comme BP continuer à financer des projets d'extraction de pétrole, alors qu'aujourd'hui, les scientifiques, et c'est pas les militants bobos, écolos, islamo-gauchistes, wokistes qui vous le disent, c'est des scientifiques qui disent si on continue de faire des nouveaux forages, on va détruire la moitié de la population mondiale de notre vivant à tous les 5 sur ce plateau. Et donc la criminalité, elle est où aujourd'hui? Elle est aujourd'hui chez des gouvernements qui laissent faire ça. Elle est chez des gouvernements qui laissent vivre des personnes qui prennent leur jet privé, qui polluent. Aujourd'hui, un milliardaire français pollue en moyenne autant que 9000 autres personnes à la population. Donc ce qu'on est en train de reprocher à des personnes qui essaient de s'interposer, parce que c'est ça aujourd'hui ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de protéger, on essaie de s'interposer contre des politiques, contre des projets qui sont écocides, Est-ce que vous trouvez que ça fonctionne, que ça fait avancer les choses? On est quand même invité aujourd'hui, et je voudrais quand même remarquer que ça fait 15 jours qu'on n'entend que ça sur les médias. Donc ne serait-ce que pour l'occupation de l'espace médiatique, c'est une réussite. Et je voudrais juste l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. C'est pas si loin de ça. Ça a commencé comme ça, et puis ça aboutit à une décision contraire à ce qui était prévu. L'aéroport se fera pas, et c'est grâce à cette mobilisation de terrain, des militants, des politiques élevés dont on était, etc. Alors, l'échelle de l'écologie politique, je pense que dans la dialectique écolo, il faut de tout. Il faut des militants de terrain. D'ailleurs, c'est souvent les mêmes qui militent sur le terrain. C'est les mêmes aussi qui sont au parti politique. Aujourd'hui, l'écologie politique, elle est quand même en grande difficulté parce que quand on voit d'un côté la radicalité de certains représentants de l'écologie à l'Assemblée nationale, comme Sandrine Rousseau, qui pour moi dessert, et d'ailleurs, il y a un climatologue du GIEC qui a dénoncé ses propos et son comportement en disant qu'elle faisait de l'opportunisme politique et qu'elle prenait à créneau. Et je pense que d'ailleurs on finit par douter de ses convictions écologistes. Et puis il y a une écologie, alors il y a aussi l'écologie de la décroissance, puis il y a l'écologie du progrès, celle qui croit encore en la science. Et celle-là, on sent qu'elle est un peu malmenée. Hein. C'est la frange Jadot qui est malmenée par une frange plus radicale. Et aujourd'hui, on regarde le modèle des écologistes allemands. Il y a une autre structuration. Il y a des mouvements écologistes qui arrivent à être dans la construction, qui arrivent à être dans des coalitions avec des gouvernements. Et il y a des écologistes qui se replient sur eux-mêmes et qui veulent participer à aucune coalition. Voilà les différences qu'on a aujourd'hui. Alors, si je peux me permettre, quand même, d'un point de vue une écologie scientifique, si vous prenez aujourd'hui, par exemple, le Climate Action Tracker, qui est un organisme scientifique qui suit les évolutions et les progrès et les engagements des différents partis politiques et des gouvernements aujourd'hui, quand il note la France, il la note pas très très gentiment. On est aujourd'hui dans la tranche plutôt basse, en mode action largement insuffisante. Je voudrais juste revenir sur une autre chose que vous avez soulignée sur les jeunes. On donne une conférence à Extinction Rebellion à peu près toutes les 2 semaines sur Dijon et ailleurs partout dans le monde qui s'appelle Heading for Extinction. Pourquoi nous risquons l'extinction et comment faire pour l'éviter? Avant la présidentielle, toutes les 2 semaines, on avait entre 10 et 15 personnes à cette conférence. C'est de la sensibilisation et de la vulgarisation scientifique. Depuis que M. Macron est passé président, on a, dans un premier temps, triplé la quantité de personnes qui venaient, et c'est quasiment systématiquement des 18-25 ans. Et depuis le mois de septembre, là, entre l'été qu'on a passé et l'inaction climatique de votre gouvernement, on a des conférences où on est entre 50 et 200 personnes. Aujourd'hui, tous les mois, en fait, c'est un autre élément que je voulais souligner, c'est que non seulement les jeunes, ils se bougent de façon plus radicale, parce que peut-être qu'ils y vont encore une opportunité dans la politique, mais ils voient bien que c'est plus suffisant. On ne va pas attendre 5 ans de plus pour agir. Le GIEC nous dit qu'il nous reste 1 an et demi. Eh bien, c'est 1 an et demi, on va les prendre. On va vous forcer, on va vous imposer d'un point de vue politique à agir et de façon beaucoup plus forte que ce qui est fait aujourd'hui.
Olivier Muller de Bordeaux, est-ce que vous pensez qu'il faut craindre que l'on voit ou des actes se multiplier ou des actions devenir de plus en plus violentes? Est-ce que c'est une réelle crainte ou non? Ça peut arriver, on connaît des projets ici ou là, ou même dans le département ou à Dijon, où il y a des risques de cristallisation, de mise en place de ZAD. Moi, je l'ai dit, je suis pour l'état de droit, je suis pour le respect aussi des locaux, comme ceux qu'on a eu les agriculteurs de Sainte-Soline. Moi, je suis pour le respect d'un certain nombre de personnes. Je crois en l'état de droit, et donc je pense qu'à un moment donné, on est dans une démocratie, il y a des règles à respecter. Ça veut dire que vous demandez de la fermeté? Moi, je demande de la fermeté, et tous les gens que je croise tous les jours, de différentes sensibilités, demandent de la fermeté, mais je demande aussi du dialogue, et je souhaite aussi que toutes ces organisations, elles viennent à notre rencontre. Moi, je l'ai dit, j'ai toujours fait porte ouverte, viennent à notre rencontre, parce qu'il faut remettre aussi du dialogue et du débat respectable et respecté entre les uns et les autres. Olivier Muller, vous pensez qu'il y a un risque de... Oui, il y a toujours un risque de radicalisation et un risque de violence. Encore une fois, la violence physique et sur le matériel, on la condamne. Par contre, oui, tout à l'heure, vous avez parlé des ports chinois qui émettaient du gaz à effet de serre. Ça, c'est un argument pour ne rien faire, finalement. C'est-à-dire que la France a un très... Alors, on va repartir là-dessus. Il nous reste très peu de temps, très rapidement. Voilà, donc vraiment, sur comment vous voyez l'avenir, est-ce qu'on est condamné à avoir des mouvements de plus en plus radicaux? C'était juste pour introduire que ce gouvernement ne faisait rien. Ce gouvernement ne fait rien. Ce gouvernement... L'État français a été condamné par 2 fois à l'inaction climatique sur sa propre COP21 qu'elle a organisée à Paris. Donc ce gouvernement ne fait rien. Donc oui, il y a un risque de radicalisation. Moi, ce que j'espère, c'est que les jeunes aillent voter. Oui, on a vraiment très peu de temps. Il faut qu'on les fasse. Franck Douai, votre avis à vous? On va aller vers des mouvements plus radicaux ou non? On peut être optimiste, ça n'arrivera pas. Très rapidement. Il y aura certains événements qui seront plus radicaux. Dans la majorité du temps, ces événements, ils sont non violents. Ils peuvent entraîner une réaction violente en face. Après, il y a de plus en plus Il nous reste très peu de temps. Je vais juste demander, Cyril Bousquet, vous allez continuer à agir et vous allez monter d'un cran ou non? Ça va dépendre de l'action du gouvernement, et j'invite toutes les personnes qui ont une sensibilité et une envie d'agir de nous rejoindre. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est votre place d'information régionale. Excellent dimanche à tous.